Bonjour, je m'appelle Nicholas Grant, j'ai 37 ans. J'étais autrefois major dans l'armée américaine. Aujourd'hui, je suis assis dans un petit appartement en périphérie de Denver, dans le Colorado, regardant par une fenêtre embuée où les silhouettes floues des rocheuses se dessinent comme un rappel que ma vie a changé à jamais. Je ne suis plus le brave soldat qui a traversé les champs de bataille, ni le fils aîné qui portait le poids du monde sur ses épaules. Je suis juste Nick, un homme aux cicatrices sur le corps et l'âme, qui tente de redécouvrir le sens du mot famille. Mais pour raconter mon histoire, je dois vous ramener au commencement, là où tout a commencé, là où je croyais comprendre l'amour et le sacrifice. Je suis né et j'ai grandi à Fort Collins, dans le Colorado, une petite ville aux rues bordées d'arbres et aux maisons en briques rouges nichées les unes à côté des autres. Ma famille vivait au bout de Maple Street, dans une modeste maison à 2 étages avec une palissade blanche décolorée par le temps. C'est là que mes parents, George et Eleanor Grant, nous ont élevés tous les trois. J'étais l'aîné, suivi de mon frère Dylan, de 4 ans mon cadet, et de notre petite sœur Lily, de 7 ans ma cadette. Nous étions une famille de la classe moyenne, sans fortune, mais toujours sans le moindre besoin. Mon père était mécanicien, un homme grand et large d'épaules, aux mains rugueuses, toujours taché d'huile de moteur. C'était un homme peu bavard, mais quand il parlait, ses mots avaient le poids d'un marteau-pilon. Ma mère, quant à elle, était une petite femme blonde qui travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'avocats. Elle avait un sourire chaleureux, mais ses yeux étaient toujours empreints d'inquiétude, le genre d'inquiétude que seule une mère éprouve, craignant constamment pour ses enfants. Mon enfance était comme un tableau simple mais chaleureux. Je me souviens des après-midi d'été où Dylan et moi faisions du vélo dans le quartier, faisant semblant d'être des pilotes de chasse, tandis que Lily, encore trop jeune, trottinait derrière sur ses courtes jambes, nous hurlant de ralentir. Papa s'asseyait sur le porche pour lire le journal, levant parfois les yeux pour crier « Attention aux voitures, vous deux ». Maman était occupée dans la cuisine à préparer des sandwichs ou une fournée de biscuits parfumés. La vie à l'époque était simple, comme si le monde entier tournait autour de Maple Street et des rires qui résonnaient dans notre jardin. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont peut-être les histoires de mon grand-père. Mon grand-père, Charles Grant, était marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque fois qu'il venait me rendre visite, il s'installait dans le vieux fauteuil de notre salon et me racontait ses aventures sur le champ de bataille, celles de ses camarades affrontant la mort. Sa voix était basse et grave, ses yeux voilés par l'âge, mais toujours brillants lorsqu'il parlait de courage et de camaraderie. Tu sais, Nick, m'a-t-il dit un jour en posant une main sur mon épaule. Être soldat, ce n'est pas gagner. C'est protéger ceux qu'on aime. Ces mots se sont gravés dans mon esprit comme une braise brûlante dans la poitrine d'un garçon de 10 ans. Ce sont ces histoires qui m'ont conduit à une carrière militaire. À 17 ans, j'ai annoncé à mes parents que je voulais m'engager dans l'armée après le lycée. C'était un soir d'hiver et nous étions réunis autour de la table tandis que maman versait la soupe à la citrouille dans des bols. Je me souviens encore de la façon dont elle a laissé tomber la cuillère sur la table avec un tintement sec. Pas question, Nicolas, a-t-elle failli crier, les yeux écarquillés d'horreur. Sais-tu ce que ton grand-père a traversé? Les cicatrices, les cauchemars. Veux-tu ça pour toi? Mon père, habituellement silencieux pendant les disputes, a pris la parole cette fois. Nick, tu es un garçon intelligent. Tu pourrais aller à l'université, devenir ingénieur ou médecin. L'armée n'est pas faite pour toi. Sa voix était lourde, comme s'il essayait de m'éloigner d'un chemin qu'il savait être rempli de sang et de larmes. Mais j'avais pris ma décision. Je ne pouvais pas vraiment expliquer ce sentiment. C'était juste que quelque chose de plus grand, de plus fort, me poussait. Peut-être était-ce le feu que mon grand-père avait allumé. Ou peut-être était-ce le désir de me mettre à l'épreuve pour devenir un protecteur comme lui. J'ai regardé mes parents en essayant de garder une voix calme. Je ne veux pas d'une vie ordinaire. Je veux faire quelque chose de significatif. La dispute a duré des mois. Maman a pleuré. Papa a secoué la tête. Mais j'ai tenu bon. Finalement, quand j'ai signé les papiers d'engagement à 18 ans, mes parents m'ont regardé en silence. Maman m'a serré fort dans ses bras en murmurant « Promets-moi de rester en sécurité, Nick ». J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, je savais que cette promesse était aussi fragile qu'un fil. L'armée est devenue ma seconde maison. Je me suis engagé en 2006, commençant comme simple soldat à Fort Benning, en Géorgie. Ces premiers jours ont été éprouvants. Des courses à 5 heures du matin, des exercices de combat qui me laissaient le corps endolori,
et des nuits au lit à me demander si j'étais vraiment assez fort. Mais j'ai persévéré. J'ai appris à tirer, à survivre en pleine nature, à rester calme quand tout s'écroulait autour de moi. Et j'ai adoré ça. Non pas pour la violence, mais pour le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que moi. J'ai rapidement gravi les échelons. À 25 ans, j'étais capitaine. À 32 ans, j'étais major. J'ai été déployé en Afghanistan, en Irak et dans quelques endroits que je n'ai pas le droit de nommer. Chaque mission était un frôlage du danger, où la mort me guettait de près. Je voyais des camarades tomber. J'entendais des bombes exploser à quelques mètres. Je sentais le froid glacial de la lame de la mort sur ma gorge. Mais je n'ai jamais faibli. Je pensais à mon grand-père, à ses histoires, et je me suis dit, je dois être forte pour ma famille, pour ceux que j'aime. Ma famille. C'était la flamme qui me faisait tenir le coup. Même à des milliers de kilomètres de là, je pensais à mes parents, Dylan et Lily. J'envoyais presque tout mon salaire à la maison. Mes parents avaient pris leur retraite quand j'avais 24 ans, vivant d'une modeste pension. Dylan étudiait l'ingénierie à l'université, et Lily, ma petite sœur, rêvait de devenir créatrice de mode. Je voulais qu'ils aient une vie meilleure, libérés des soucis financiers. Chaque mois, je virais de l'argent sur le compte de mes parents, accompagné d'une courte lettre. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Je vous embrasse tous. Je ne parlais jamais des nuits blanches, des moments où je me réveillais trempé de sueur à cause de cauchemars. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent. Mais je rentrais rarement à la maison. Ma vie militaire me forçait à bouger constamment. En un an, je n'étais retourné à Fort Collins qu'une ou deux fois, généralement pour Thanksgiving ou Noël. Lors de ces visites, j'essayais de savourer chaque instant. Je me souviens de l'odeur des biscuits de maman, du rire de Lily lorsqu'elle parlait des garçons qui la poursuivaient, et des hochements de tête attentionnés de papa lorsque je racontais des anecdotes sur la vie militaire. Mais je ne réalisais pas qu'au fil des années, ma famille avait changé. Ils m'aimaient toujours, je le savais. Mais la distance entre nous grandissait comme une petite fissure que je n'avais même pas remarquée. À 33 ans, tout s'est effondré. Lors d'une mission de sauvetage de camarades en Afghanistan, j'ai été grièvement blessé. Une mine a explosé près de l'endroit où mon équipe et moi nous étions mis à l'abri. Je ne me souviens que d'une explosion assourdissante, puis d'une douleur brûlante à la jambe gauche. À mon réveil, j'étais à l'hôpital militaire. Le corps bandé, la tête qui tournait. Le médecin m'a dit que j'avais de la chance d'être en vie, mais le prix à payer était lourd. J'ai perdu une partie de la mobilité de ma jambe gauche, j'ai subi des lésions auditives à l'oreille droite et une douleur chronique a commencé à me hanter comme une malédiction. Pire encore, on m'a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Les cauchemars du champ de bataille, le bruit des explosions au visage de mes camarades tombés au combat me tourmentaient chaque nuit. J'ai reçu la Purple Heart à l'hôpital, une distinction dont tout soldat serait fier. Mais, face à cette médaille froide, je ne ressentais qu'un vide. Elle ne pouvait apaiser la douleur ni me reconstruire. Ma carrière s'est arrêtée là. J'ai été démobilisé, non pas par volonté, mais parce que mon corps ne pouvait plus suivre. Je suis rentré aux États-Unis non pas en héros, mais en homme brisé essayant de se reconstruire. J'ai décidé de retourner à Fort Collins ce jour-là, sans prévenir. J'aurais voulu surprendre mes parents, leur montrer la médaille, leur dire que j'allais bien, même si je savais que c'était un mensonge. Je pensais que ma famille serait l'endroit où pensaient mes blessures, que leur amour apaiserait mes cauchemars. Mais j'ignorais que dans cette maison familière, une douloureuse vérité m'attendait. Une vérité qui me ferait remettre en question tous mes sacrifices. En descendant du bus, serrant le cœur violet en métal, j'ai regardé la maison de Maple Street. La palissade blanche était toujours là, mais plus ébréchée et pelée. Le chêne du jardin se dressait toujours. Pourtant, quelque chose semblait différent, comme si le temps avait tout effacé. J'ai pris une grande inspiration, essayant de sourire. Je suis à la maison, me suis-je dit. Mais au fond de moi, un malaise commençait à m'envahir, comme si j'allais affronter une tempête. Je ne l'avais pas vu venir. J'ai mis mon sac de sport militaire en bandoulière et j'ai lentement remonté le chemin jusqu'à la maison. Chaque pas était une petite bataille contre la douleur lancinante dans ma jambe gauche. Cette douleur chronique était devenue une compagne indésirable, un rappel constant que je n'étais plus le soldat robuste d'autrefois. De la main droite, je serrais la boîte en bois contenant la Purple Heart, la seule chose qui, je l'espérais, rendrait mes parents fiers.
J'imaginais ma mère me serrant dans ses bras, le visage ruisselant de larmes, et mon père posant une main sur mon épaule comme il le faisait quand j'étais petit. Bien joué, mon fils, me l'imaginais-je dire. Mais ce sentiment de malaise me tenait comme une ombre silencieuse qui traînait derrière moi. C'était presque Thanksgiving, et l'air vif de Fort Collins enveloppait tout d'une fine couche de givre. J'ai jeté un coup d'œil au quartier. Les maisons illuminées, la faible odeur de fumée de bois des cheminées et le rire lointain des enfants. Tout cela m'était si familier, et pourtant je me sentais comme un étranger. Debout devant la porte d'entrée, j'ai pris une grande inspiration et j'ai frappé. Je ne leur avais pas dit que j'arrivais, voulant les surprendre. Une partie de moi espérait que ma mère se précipiterait dehors et me serrerait dans ses bras, comme elle le faisait à mon retour de mission lointaine. La porte s'ouvrit et maman apparut, les yeux écarquillés par le choc. « Nicolas !» cria-t-elle d'une voix tremblante. Elle se précipita en avant, me serrant si fort que j'en perdis presque l'équilibre. Je sentis la chaleur de son vieux pull, l'odeur familière de son parfum léger. « Pourquoi n'as-tu rien dit ? » « Je ne savais pas que tu venais, » dit-elle en m'attirant à l'intérieur, ses petites mains agrippant mon bras comme si elle craignait que je disparaisse. « Je voulais te faire la surprise, » dis-je avec un sourire, essayant de masquer la douleur lancinante dans ma jambe en entrant dans le salon. Papa était assis dans son fauteuil, un journal plié dans les mains, levant les yeux vers moi. Son regard s'illumina, mais il y avait une certaine prudence, comme s'il essayait de me lire. « Nick » acquiesça-t-il en se levant pour me poser une main sur l'épaule. « Tu es de retour, fiston. » J'acquiesçai, une chaleur me parcourant. C'était chez moi, ma famille, l'endroit auquel j'avais pensé pendant mes longues nuits sur le champ de bataille. Mais en regardant autour de moi, j'ai remarqué de petits changements. La photo de famille sur la cheminée avait été remplacée par un nouveau cadre représentant Dylan et Lily lors de leur remise de diplôme. La vieille photo, où nous étions tous les quatre rayonnants lors d'un séjour en camping, avait disparu. Je me disais que maman était sans doute en train de réorganiser les choses, mais ce sentiment de malaise s'est réveillé, plus fort. « Où sont Dylan et Lily ?» ai-je demandé en m'installant sur le canapé. Le canapé me semblait familier, mais son tissu était usé, comme si le temps l'avait érodé, tout comme il m'érodait. Dylan travaille à Denver. Il sera probablement là demain, a répondu maman en se précipitant vers la cuisine pour prendre un verre de jus d'orange. Lee est à New York, elle travaille pour une entreprise de mode. Elle est occupée, mais elle a promis de venir pour Thanksgiving. J'ai hoché la tête, un pincement au cœur. J'avais espéré que toute la famille serait là, réunie comme au bon vieux temps. Mais je me suis rappelé que les choses avaient changé. Dylan était désormais ingénieur et menait une vie stable. Lily, la petite fille qui me courait après des histoires, était une créatrice de mode ambitieuse. Et moi ? Je n'étais qu'un vétéran, sans emploi, sans avenir, avec seulement des cicatrices et une médaille. J'ai sorti la boîte en bois de mon sac et l'ai ouverte, révélant le cœur violet qui brillait sous la lumière du salon. « Je voulais te montrer ça », ai-je dit d'une voix légèrement tremblante. Ils me l'ont donné pour ma dernière mission. Maman s'est figée, le verre de jus d'orange flottant dans les airs. Elle s'est approchée, les yeux écarquillés, et a touché le métal comme s'il était fragile. « Oh, Nick » a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. « Que as-tu dû endurer pour gagner ça ?» Papa s'est approché, regardant la médaille plus que moi. « Tu m'as rendu fier » dit-il d'une voix basse mais ferme. Mais quelque chose dans son regard me troubla, une hésitation, comme s'il voulait en dire plus, mais se retenait. Je leur racontai brièvement ce qui s'était passé. Je ne mentionnais pas le souffle assourdissant de mon esprit. Les nuits où je me réveillais trempé de sueur à cause de cauchemars, avec l'impression d'être encore sur le champ de bataille. Je disais seulement que j'étais blessé, que j'avais sauvé mon équipe et que j'étais désormais démobilisé. Maman me serra de nouveau dans ses bras, et papa hocha simplement la tête, comme s'il essayait de digérer mon histoire. Cette nuit-là, je restais allongé sur mon ancien lit, dans ma chambre d'enfant, les yeux fixés au plafond. Les petites fissures dans le plâtre étaient toujours là, comme une carte du passé, mais je n'arrivais pas à dormir. La douleur dans ma jambe gauche était lancinante à chaque mouvement, et le bourdonnement dans mon oreille droite était incessant. Je sortis le flacon d'analgésique de mon sac, en avalai 200 os, et fermai les yeux, espérant que le sommeil viendrait. À la place, des images du champ de bataille. Le bruit des explosions, des cris et les visages de camarades que je n'avais pas pu sauver me revinrent en force. Je me redressai brusquement, le front ruisselant de sueur.
Je me levai et quittai discrètement ma chambre, avec l'intention d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. La maison était plongée dans l'obscurité, éclairée seulement par la faible lueur d'une veilleuse dans le salon. En passant devant la chambre de mes parents, j'entendis des voix chuchoter. C'était maman, sa voix tremblante comme si elle retenait son émotion. Je m'arrêtai, sans vouloir écouter aux portes, mais ces paroles me figèrent. « Georges, penses-tu que nous ayons bien fait ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais claire. À propos du testament. Le testament ? Mon cœur se serra. Je restai immobile, comme pétrifié. Je savais que je ne devais pas écouter, mais mes pieds refusaient de bouger. Papa répondit d'une voix plus basse. Eleanor, nous en avons déjà parlé. Dylan et Lily ont davantage besoin de l'héritage. Nicolas était soldat. Il a une pension, une vie stable. Il n'en a pas besoin. Rien de nous. Chaque mot de papa me transperçait la poitrine comme un couteau. J'essayais de respirer, mais l'air était lourd. Il léguait tout à Dylan, Lily et moi, celui qui envoyait presque chaque salaire à la maison. Qui avait sacrifié sa santé, sa carrière, toute sa vie. Rien. Ma tête battait fort, mes oreilles bourdonnaient. Pas à cause de ma blessure, mais à cause de la douloureuse vérité qui me frappait le cœur. Mais Nick, je m'inquiète pour lui, dit maman d'une voix étranglée. Il vient de sortir de l'hôpital, gravement blessé. Si on ne lui laisse rien, est-ce juste pour lui? Eleanor, il est fort, répondit papa d'une voix ferme mais froide. Il s'en sortira. Dylan et Lily sont jeunes. Ils ont besoin de soutien pour construire leur avenir. Nick a sa médaille, son honneur. Il n'a pas besoin de cette maison ni de nos économies. Je ne pouvais plus écouter. Je reculai, la jambe gauche tremblante, la main agrippée au canapé pour ne pas tomber. Mon esprit tournait. Toutes ces années que j'ai sacrifiées, les lettres que j'ai écrites, l'argent que j'ai envoyé à la maison. Était-il sans importance? Il pensait que j'étais stable. Il pensait que je n'avais besoin de rien parce que j'étais soldat. J'avais envie de faire irruption dans leur chambre, de hurler, de demander pourquoi ils me traitaient ainsi. Mais je ne pouvais pas. Je suis resté planté là, dans le noir, le cœur brisé. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Tôt le lendemain matin, avant le lever du soleil, je me suis levé. Je ne pouvais pas rester une minute de plus dans cette maison. J'ai fait mes bagages, fourré le cœur violet dans mon sac de sport et laissé un petit mot sur la table de la cuisine. Je dois y aller. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne voulais pas affronter mes parents ni entendre leurs explications. Leurs paroles de la veille étaient suffisamment claires. Je suis sorti de la maison, mon sac sur l'épaule, le cœur violet silencieux dans sa boîte. Le ciel était encore sombre, le chêne du jardin immobile comme témoin de ma douleur. Je n'avais pas de voiture et je ne voulais pas faire demi-tour. J'ai boité jusqu'à l'arrêt de bus, à quelques pâtés de maison. Chaque pas. Une douleur lancinante dans ma jambe gauche me rappelait tout ce que j'avais perdu. À l'arrêt, je me suis assis sur un banc froid en attendant le premier bus pour Denver. J'avais choisi Denver à cause de Jack, un compagnon de combat qui m'avait sauvé lors d'une embuscade en Afghanistan. Il m'avait dit que si j'avais besoin d'un endroit pour recommencer, Denver était l'endroit idéal. Il y a des gens là-bas qui t'aideront, Nick, m'avait-il dit. Je me suis accroché à cette promesse, même s'il ne me restait qu'une lueur d'espoir. Dans le bus, les regards des passagers se sont braqués sur moi, curieux, teintés de pitié. Un homme plus âgé a remarqué ma boiterie, son regard interrogateur, mais il s'est détourné. J'ai baissé la tête, évitant leur escalier, souhaitant disparaître. La douleur dans ma jambe était lancinante, le bourdonnement dans mon oreille droite était comme une mélodie obsédante. Mais la pire douleur était dans mon cœur, écrasé par la conscience que ma famille, celle pour laquelle j'avais tout sacrifié pour la protéger, ne me considérait pas comme faisant partie d'elle. Lorsque le bus est arrivé à Denver, je me suis dirigé vers le Denver. Le centre de service aux anciens combattants, un immeuble bas sur Broadway. Jake en avait parlé, disant qu'ils aidaient les anciens combattants à trouver un logement, un emploi et une thérapie pour les cicatrices invisibles. Je suis entré, mon sac de sport encore lourd, le cœur battant. Un membre du personnel à la voix chaleureuse m'a demandé ce dont j'avais besoin. J'ai besoin d'un endroit où loger, ai-je dit d'une voix tremblante. Et peut-être de quelqu'un à qui parler. Ils m'ont conduit chez un conseiller qui m'a interrogé sur mes blessures, mon syndrome de stress post-traumatique et ce que j'avais vécu.
Je leur ai parlé avec hésitation du champ de bataille, de ma famille et de la volonté. Ils m'ont écouté et m'ont parlé de programmes d'hébergement temporaire, de physiothérapie et de groupes de soutien par les pairs. J'ai commencé à ressentir une petite étincelle. Pas vraiment de l'espoir, mais le sentiment que je n'étais pas entièrement seul. Ce jour-là, le centre a organisé mon hébergement dans une pension temporaire du centre-ville de Denver. La chambre n'avait qu'un lit simple, une vieille table en bois et une fenêtre donnant sur une rue animée. Le bruit de la circulation extérieure ne parvenait pas à couvrir le bourdonnement dans mon oreille droite, ni à apaiser la vive douleur. Je me suis blessé la jambe gauche à chaque changement de position. Mais la douleur la plus profonde était toujours présente dans mon cœur, une blessure vive et sanglante causée par les paroles de mes parents à propos du testament. De la prise de conscience que moi, qui avais tout sacrifié, je ne représentais rien pour eux. Vers 11 heures ce jour-là, mon téléphone a vibré sans arrêt, l'écran s'illuminant d'appels de maman et de SMS de papa. « Nick, où es-tu ? Rentre à la maison. Il faut qu'on parle, Nicolas. » Maman est morte d'inquiétude. Je fixais les messages, mes doigts planant sur l'écran, mais je ne répondais pas. Chaque message était comme un coup de poignard, ravivant à la fois ma douleur et ma colère. Ils étaient inquiets. Ils avaient besoin de moi. Alors pourquoi n'avaient-ils laissé l'héritage qu'à Dylan et Lily ? Moi, l'aîné, qui avait fait plus de sacrifices pour la famille que quiconque, j'étais traité comme une étrangère. J'ai éteint le téléphone, je l'ai jeté sur le lit et j'ai fermé les yeux, essayant d'ignorer les images de la maison de Maple Street. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme je le faisais. J'avais été soldat et je plaçais ma famille au-dessus de tout, même quand elle ne comptait pas pour eux. Pendant 15 ans dans l'armée, j'ai envoyé presque toute ma paix à la maison. J'ai renoncé à mes rêves personnels et à mes relations pour que mes parents puissent vivre confortablement et que Dylan et Lily puissent aller à l'université et construire leur avenir. Mais maintenant, alors que j'étais brisé, au moment où j'en avais le plus besoin, ils me voyaient comme quelqu'un de stable, quelqu'un qui n'avait besoin que d'un métal vide et d'un honneur creux. J'ai ouvert mon sac de sport, j'ai sorti la boîte en bois contenant le cœur violet et je l'ai regardée à la lumière. Elle brillait, mais pour moi, ce n'était qu'un rappel de ce que j'avais perdu. Mon corps, ma carrière et ma foi en ma famille. Cette nuit-là, je suis resté au lit, écoutant la circulation dehors et les battements de mon cœur. Une décision s'est cristallisée, froide mais claire. J'allais arrêter de me sacrifier. Il était temps de vivre pour moi. Plus de virements mensuels. Plus de lettres brèves cachant ma douleur. Je ne voulais plus être le fils aîné portant le monde. Je voulais redécouvrir Nicolas Grant. Pas Major Grant, pas le grand frère, mais Nick, un homme ordinaire aux rêves enfouis depuis longtemps. Le lendemain matin, je suis allé à la banque, ma carte d'ancien combattant à la main. J'ai résilié le compte joint que j'utilisais pour envoyer de l'argent à mes parents. La caissière, une femme d'âge moyen au sourire poli, m'a demandé si j'étais sûr. « Vous envoyez régulièrement de l'argent sur ce compte depuis des années ?» a-t-elle dit, le regard curieux. J'ai hoché la tête d'un ton ferme. « J'en suis sûr. » En signant les papiers, j'ai ressenti une étrange libération, comme si je m'étais débarrassé d'une chaîne invisible, mais un pincement de culpabilité m'a envahi. Étais-je trop égoïste ? Mes parents, Dylan et Lily, s'en sortiraient-ils sans moi ? Puis je me suis souvenu des paroles de papa. Nicolas a une pension. Il n'a besoin de rien. La colère m'a envahi, noyant toute hésitation. Ils avaient choisi comment me traiter, et maintenant, c'était moi qui choisirais comment vivre. Je suis retourné au centre de service aux anciens combattants de Denver où m'attendait mon conseiller, Tom, un vétéran de la guerre du Vietnam. Tom avait le visage buriné et les yeux calmes, marqués par la douleur. « Ça va, Nick ?» demanda-t-il en désignant la chaise en face de lui. Je m'assis, la main frottant inconsciemment ma jambe gauche. « Je ne sais pas », répondis-je d'une voix rauque. « Je viens de résilier le compte que j'utilisais pour envoyer de l'argent à ma famille. C'est fini. » Tom hocha la tête, sans porter de jugement. Le combat intérieur est un combat auquel nous sommes tous confrontés, surtout lorsque notre famille nous fait du mal. Mais il faut se demander, que souhaites-tu pour l'avenir ? Je me tue. L'avenir ? Je n'avais plus pensé à ce mot depuis l'explosion de la mine en Afghanistan. Je ne connaissais que la survie. Maintenant, obligé de vivre seul, je me sentais perdu.
Tom me suggéra de rejoindre un groupe de soutien par les pairs où des vétérans partageaient leur vie d'après-guerre, leurs difficultés et leurs premiers pas vers la réintégration. J'hésitais, mais j'acceptais. Je ne voulais pas être un fardeau et je savais que je devais faire quelque chose pour avancer. Le centre m'a également trouvé un petit appartement grâce à un programme de logement pour anciens combattants, plus propre que la pension et subventionné. C'est un début, Nick, m'a dit Tom en me posant une main sur l'épaule. Tu n'es pas obligé de faire ça tout seul. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange d'espoir et de désespoir. J'ai commencé à participer au groupe de soutien du centre. Pour la première fois, je me suis assis en cercle sur des chaises en plastique, face à des hommes et des femmes portant des cicatrices comme les miennes. Pas seulement physiques, mais émotionnelles. Un homme nommé Carlos, un ancien marine, a parlé de cauchemars qui le réveillaient en hurlant comme s'il était encore sur le champ de bataille. Une femme nommée Sarah, une ancienne pilote, a partagé son sentiment d'inutilité dans la vie civile. J'ai écouté et, pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas seul. Quand mon tour est venu, j'ai hésité. Je suis Nick, ai-je commencé, la voix tremblante. J'étais commandant. J'ai été blessé en Afghanistan, j'ai perdu une partie de la mobilité de ma jambe, je souffre d'une tonite et de syndrome de stress post-traumatique. Mais ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas le champ de bataille. C'est ma famille. Ils n'avaient pas besoin de moi. Je leur ai parlé de ma volonté, de mes années de sacrifice et du choc qui m'avait poussé à quitter Fort Collins. À la fin, le silence régnait dans la salle. Carlos hocha la tête comme s'il comprenait. Après la séance, Sarah me tendit un café en me disant doucement « Accorde-toi du temps, Nick. Tu mérites de vivre pour toi. » Ces séances m'ont aidé à m'ouvrir, ne serait-ce qu'un peu. J'ai également commencé la kinésithérapie au centre, travaillant sur des exercices pour améliorer la mobilité de ma jambe gauche. Chaque mouvement était douloureux, mais je serrais les dents. Je ne voulais pas que mes blessures me définissent. J'ai suivi une thérapie avec Tom pour apprendre à gérer mon syndrome de stress post-traumatique. Il m'a appris des techniques de respiration pour contrôler les crises de panique et à tenir un journal pour me libérer des idées noires. J'ai commencé à écrire, ne serait-ce que quelques lignes sur la guerre, la famille et la douleur. Alors que j'essayais de me reconstruire, ma famille a commencé à ressentir les conséquences de ma décision. Un mois après avoir résilié mon compte, ma mère m'a envoyé un texto affolé. Nick, s'il te plaît, on a des difficultés. Les factures s'accumulent et papa n'arrive pas à payer les dettes. Pouvez-vous m'aider? J'étais assis dans mon appartement, l'esprit en ébullition. Une partie de moi avait envie de céder et d'envoyer de l'argent pour redevenir le fils aîné. Mais je me suis souvenu des paroles de papa. Nicolas n'a besoin de rien de nous. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu froidement, demandez aux héritiers que vous avez choisis, pas à moi. J'ai éteint mon téléphone, le cœur battant la chamade. Ce message était à la fois un coup de poignard pour moi-même et une déclaration de liberté. J'ai ressenti de la douleur, mais aussi du soulagement, comme si je sortais d'une prison invisible. Maman a rappelé, envoyant des textos à répétition, « Nick, je suis désolé. On ne voulait pas te faire de mal. S'il te plaît, parle-nous. » Mais je n'ai pas répondu. Je ne peux pas encore. Dans les mois qui ont suivi, un ancien voisin de Fort Collins m'a dit que ma famille était en difficulté. Mes parents ne pouvaient pas payer l'hypothèque de la maison de Maple Street. Les factures d'électricité s'accumulaient et ils avaient réduit les dépenses au maximum. Dylan, aujourd'hui ingénieur à Denver, a essayé de m'aider, mais son salaire lui suffisait à peine à vivre. Lily, à New York, m'envoyait de petites sommes de temps en temps, mais cela ne suffisait pas à les sauver. Une part de moi se sentait coupable. Je savais que mes parents ne voulaient pas me faire de mal, qu'ils me croyaient stable. Mais une part plus profonde, celle qui était trop blessée, murmurait, ils ont choisi ça. Maintenant, ils l'assument. Pendant ce temps, je prenais des mesures pour vivre pour moi-même. J'ai trouvé un emploi à temps partiel dans une salle de sport de Denver, où j'assistais les entraîneurs pour les exercices de base. Le salaire n'était pas terrible, mais cela me donnait un but, une raison de quitter mon appartement chaque matin. J'ai rencontré des collègues qui ignoraient mon passé et ne me regardaient pas avec pitié. Ils m'appelaient Nick, le gars toujours joyeux et ponctuel, et j'ai commencé à apprécier cette version de moi-même. Mais vivre pour moi-même ne signifiait pas que j'étais guéri. Des cauchemars me ramenaient encore au champ de bataille, aux explosions et aux camarades tombés au combat. Certaines nuits,
je me réveillais trempé de sueur, le cœur battant, assis près de la fenêtre, respirant profondément pour me rappeler que j'étais à Denver, pas en Afghanistan. La thérapie avec Tom m'a aidé à surmonter cette épreuve, mais le syndrome de stress post-traumatique était un ennemi tenace qui se cachait dans l'ombre. J'ai commencé à trouver de la joie dans les choses simples. J'ai acheté un petit carnet et j'ai continué à écrire, pas seulement sur la guerre, mais aussi sur ce que je voulais faire. J'ai écrit sur mon envie de dessiner à nouveau, un passe-temps d'enfance que j'avais abandonné. J'ai écrit sur mon envie de voyager, même si ce n'était qu'un court séjour dans les Rocheuses, près de Denver. Ces mots griffonnés, aussi simples soient-ils, me donnaient l'impression d'être vivante, comme si j'avais encore un avenir à atteindre. Un jour, alors que j'étais assise dans mon appartement à regarder l'horizon tentaculaire de Denver, mon téléphone a vibré de nouveau. C'était Dylan. « Nick, je sais que tu es en colère », a-t-il dit à voix basse. « Mais maman et papa ont besoin de toi. Ils ne voulaient pas te faire de mal. Je n'ai su pour le testament qu'après ton départ. » Je suis restée silencieuse, le téléphone serré. Je voulais croire qu'il allait revenir, mais je ne pouvais oublier les mots de mes parents. « Occupe-toi de toi-même, Dylan », ai-je répondu froidement. « J'en ai assez fait. » J'ai raccroché, regardant le cœur violet sur la table. Il ne brillait plus comme à l'hôpital, mais il me rappelait encore mon courage. J'avais affronté la guerre, la mort et des blessures incurables. Maintenant, je livrais une nouvelle bataille pour me retrouver. Je me suis dit, tu mérites le bonheur, Nick. Ne t'arrête pas, les mois qui ont suivi à Denver ont été un cheminement lent mais enrichissant. J'ai continué mon travail à temps partiel à la salle de sport, j'ai participé régulièrement au groupe de soutien et j'ai suivi des séances de kinésithérapie et de thérapie avec Tom. Tandis que je me redécouvrais peu à peu, ma famille à Fort Collins était aux prises avec les conséquences de ma décision. Je ne répondais toujours pas aux appels ni aux SMS de mes parents. Mon téléphone vibrait quotidiennement, mais je le laissais se taire, l'écran s'allumant puis s'éteignant. Je n'étais pas prête à les affronter, pas prête à entendre des explications sur le testament ou pourquoi ils pensaient que j'étais stable et que je n'avais besoin de rien. Mais un matin, alors que j'étais assise dans mon appartement à dessiner le chêne de notre ancienne maison, un long SMS de ma mère m'a arrêté net. « Nick, je ne sais pas où tu es, mais j'espère que tu liras ceci. » Le message commençait ainsi, « Nous avons vendu la maison de Maple Street. Nous ne pouvions pas payer les dettes, et la banque a saisi. Maintenant, papa et moi vivons dans une maison plus petite à Loveland, à quelques kilomètres de Fort Collins. Je sais que tu es en colère, et je ne t'en veux pas. Tu as tant fait pour notre famille, et nous ne l'avons pas vu. Je suis désolé, Nick. Je ne te demande ni argent ni aide. Je veux juste ton pardon, te revoir pour réparer le mal que j'ai causé. Je t'aime, mon fils. » J'ai lu et relu le message, les mains tremblantes. Ils ont vendu la maison. La maison de Maple Street où j'ai grandi, où je faisais du vélo avec Dylan, où Lily nous courait après, nous suppliant de raconter des histoires. Le chêne, la clôture blanche, l'odeur des biscuits de maman. Tout cela n'est plus que des souvenirs. Mais ce qui m'a stupéfait, c'est le ton de maman. Pas de reproches, pas de demande d'argent, que du remords et de l'amour. Un autre message de papa a suivi. « Nick, j'avais tort. Je n'avais pas réalisé tous les sacrifices que tu as faits. Je veux juste que tu saches que tu as toujours été ma fierté. Donne-moi une chance de réparer les dégâts. » J'étais assise là, téléphone à la main, le cœur déchiré. Une partie de moi voulait effacer les messages pour rester en colère, pour garder mes distances et me protéger. Mais une autre partie, celle qui se souvenait encore des câlins de maman et des hochements de tête attentionnés de papa, murmurait qu'il était peut-être temps de pardonner. J'ai apporté cette histoire à ma séance avec Tom. Je lui ai parlé des messages, de la vente de la maison de Maple Street et de la douleur qui couvait encore en moi. Tom m'a écouté, ses yeux calmes ne quittant jamais les miens. « Nick, tu as fait du chemin, dit-il. Tu as appris à vivre pour toi-même, à affronter tes blessures, mais apprendre à pardonner fait aussi partie de ce voyage. » Je lui ai demandé, et si elle me faisait encore du mal? Et si je m'ouvrais et que je me faisais trahir? Tom a souri. Un sourire triste mais entendu. Pardonner est un risque, Nick. Mais ne pas pardonner est aussi un risque. Le risque de porter cette douleur à jamais. Avec laquelle peut-on vivre? La question de Tom a persisté pendant des jours. J'en ai parlé dans mon journal,
je l'ai esquissé dans mes dessins, des images de la vieille maison, de mes parents, Dylan et Lily. J'ai réalisé que malgré la douleur, j'aimais toujours ma famille. Ils n'étaient pas parfaits, mais c'était ma famille. Et peut-être, juste peut-être, était-il sincèrement désolé. Une semaine plus tard, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Dylan et lui ai demandé la nouvelle adresse de mes parents à Lovelin. « Nick, tu viens vraiment ?» a demandé Dylan d'une voix mêlée de surprise et de joie. « Je vais les prévenir. Ils seront ravis. » Je n'ai pas dit grand-chose, je me suis contenté de hocher la tête au téléphone, un mélange de nervosité et d'impatience grandissant en moi. J'ai pris un bus pour Lovelin, un trajet court, mais chargé d'émotions. La douleur dans ma jambe gauche s'est amplifiée à chaque secousse du bus, mais je me suis concentré sur ce qui m'attendait. Lorsque le bus s'est arrêté dans un quartier calme, je suis descendu. Mon sac à duffel militaire a jeté sur mon épaule. My Parents New Home était une modeste maison single-story avec un petit jardin avant et une simple clôture en bois. Ce n'était pas la Maple Street House, mais elle avait toujours un sentiment familier, le sentiment de famille. J'ai frappé à la porte, mon cœur battant. Maman l'ouvrit, ses yeux s'élargissant. Puis elle se précipita en avant et me serra dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Nick, mon garçon, étouffa-t-elle, ses armes légères s'enroulant étroitement autour de moi comme si elles avaient peur de disparaître. Papa se tenait derrière elle, son visage altéré se déchaînant dans un rare sourire. « Entrez, fils, dit-il, sa voix basse mais chaude. » Nous nous sommes assis dans le petit salon sur un vieux canapé qu'ils avaient apporté de la vieille maison. Maman m'a fait sortir un plateau de biscuits, ils m'ont dit sur les mois difficiles, la vente de la maison, et comment ils ont été en train de faire du temps, de la vente de la maison, et de la façon dont ils ont été réalisés. « Je n'ai jamais voulu que vous vous sentiez sans importance, a dit maman, tenant ma main. Papa hocha la tête, ajoutant, j'ai révisé la volonté, Nick. Vous obtenez une part égale, comme Dylan et Lily. Mais plus que cela, je veux que vous sachiez que vous êtes ma fierté. Pas à cause du métal, mais parce que vous êtes mon fils. J'ai écouté silencieusement, sentant les murs autour de mon cœur s'effondrer. Je leur ai parlé de Denver, du groupe de soutien, de mes croquis et des nuits où j'ai combattu des cauchemars. Pour la première fois, j'ai senti qu'ils m'ont vraiment compris. Pas aussi majeur, mais en tant que Nick, leur fils, essayant de guérir. Dylan et Lily sont arrivés ce week-end, transformant la réunion en une occasion spéciale. Dylan a apporté un cas de bière et un câlin ferme. Je suis désolé, Nick, dit-il. Je t'ai toujours respecté, mais je ne savais pas à quel point tu as abandonné. Lily, fraîche de New York, m'a donné un mouchoir brodé de la main, ses yeux scintillants. Je me vante toujours de mes amis au sujet de mon frère héros, a-t-elle dit, mais je ne savais pas ce que cela vous coûtait. Je suis désolé, Nick. Nous avons dîné ensemble autour d'une petite table dans la nouvelle maison. Pas de dinde ou de lumière scintillante comme Thanksgiving, mais ce repas était plus chaud que toutes les vacances que j'avais vécues. Nous avons ri, partagé des histoires, et pour la première fois depuis des années, je sentais que j'appartenais vraiment. Papa a placé mon cœur violet dans un petit cadran vert sur la table. Ce n'était plus un symbole de douleur, mais un rappel de mon voyage du champ de bataille à un chagrin à ce jour de la réunion. De retour à Denver après la réunion à Loveland, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement, comme si une pierre lourde avait été soulevée de ma poitrine. Ma famille n'était plus une blessure ouverte, mais une partie de mon parcours de guérison. Pourtant, je savais que mon voyage n'était pas terminé. Je cherchais toujours un nouveau sens dans la vie. Pas comme une subvention majeure, non pas comme le fils aîné portant le monde, mais comme Nick, un homme apprenant à vivre pour lui-même. Mon travail au gymnase est resté une encre. Guider des exercices de base, discuter avec les clients et entendre leurs histoires de tous les jours m'a fait me sentir valorisé. La douleur dans ma jambe gauche évasait quand je me tenais trop longtemps, et la sonnerie dans mon oreille droite est restée un compagnon non invité. Mais j'avais appris à les accepter tout comme j'ai accepté les cicatrices sur mon corps et mon âme. La physiothérapie au Denver Veteran Service Center a aidé à améliorer ma mobilité, ne serait-ce que légèrement. Des séances de conseil avec Tom m'ont appris à affronter mon SSPT, à reconnaître que les cauchemars ne m'ont pas défini. Mais ce qui m'a vraiment transformé, c'est de la peinture. J'ai commencé avec des croquis simples dans mon petit cahier. Les montagnes rocheuses, le chêne de notre ancienne maison, le visage de mon grand-père. Peu à peu, j'ai acheté des aquarelles, des pinceaux et quelques toiles bon marché dans un magasin d'art près de mon appartement.
J'ai peint la nuit lorsque Denver est tombé silencieux avec seulement la sonnerie dans mon oreille et le rythme de mon rythme cardiaque pour la compagnie. J'ai peint le champ de bataille, non pas pour m'habituer dans la souffrance, mais pour transformer ces souvenirs en articles. Mes peintures étaient remplies de lignes audacieuses et de couleurs intenses. Un soldat debout au milieu de la fumée et du feu. Un hélicoptère planant dans un ciel rouge sang. Une main tendant la main des décombres. Ils n'étaient pas beaux d'une manière conventionnelle, mais ils étaient bruts, réels et les miens. Un soir au groupe de soutien au père, j'ai apporté une peinture, une scène de champ de bataille avec un soldat berçant un camarade blessé, des yeux pleins de détermination. J'ai hésité à le partager avec le groupe. Carlos, généralement calme, le regarda longtemps avant de hocher la tête. Vous avez capturé notre âme, Nick. Sarah, avec son doux sourire, a dit, vous devriez faire quelque chose avec ces peintures. Ce n'est pas seulement l'art. Ce sont votre histoire. Leur éloge m'a laissé agité, mais fier. Pour la première fois, j'ai senti que je pouvais créer quelque chose de significatif, pas avec un pistolet ou un sacrifice, mais avec mes propres mains. J'ai commencé à publier mes peintures sur une plateforme de médias sociaux, Sarah a recommandé. Au début, je voulais juste les tenir comme un journal en ligne, mais les commentaires ont commencé à apparaître. Cette peinture m'a fait pleurer, a écrit une personne. Je suis aussi un vétéran, et je me vois dedans. Un autre a commenté, une petite galerie d'art de Denver m'a contacté, me demandant si j'aimerais afficher quelques pièces dans une exposition pour les artistes locaux. Je pourrais à peine croire mes oreilles. Je ne suis pas une artiste professionnelle, j'ai dit à la galerie de galeries, une femme d'âge moyen nommée Hélène. Elle a souri. Vous n'avez pas besoin d'être professionnel. Vous avez juste besoin de raconter votre histoire. Regardez mes peintures accrochées au mur. Ravivez les vieilles connexions. Moi dans mes traces. C'était une invitation à une réunion de lycée à Fort Collins. J'ai hésité. J'avais quitté Fort Collins pour échapper aux souvenirs douloureux, mais après avoir réuni ma famille, je me sentais assez fort pour faire face au passé. La réunion a eu lieu dans un petit restaurant de Fort Collins avec des lumières scintillantes et de la musique douce. Je suis entré, appuyé sur une canne pour soulager la pression sur ma jambe gauche, se sentant à sa place parmi des visages familiers mais éloignés. Ensuite, je l'ai vu, Tracy, mon ancien camarade de classe du lycée qui s'est assis à côté de moi dans la classe junior de la classe de chimie. Tracy était la même avec ses cheveux bruns brillants et son doux sourire, mais maintenant elle portait la confiance d'une femme adulte. Nick Grant appela Tracy, ses yeux éclairants alors qu'elle me reconnaissait. « Est-ce vraiment toi ?» Nous nous sommes étreints, une étreinte brève mais chaleureuse. Tracy était maintenant professeure d'anglais dans un lycée de Denver. Elle m'a parlé de sa vie, de ses élèves espièglés des jours où elle a écrit de la poésie pour se détendre. J'ai partagé mon histoire, mon service militaire, mes blessures et mon voyage avec la peinture. Elle écoutait sans jugement, ses yeux pleins d'empathie, mais pas de pitié. Nous avons parlé toute la soirée comme si les 18 ans qui ont suivi leur diplôme ne s'étaient pas écoulés. Tracy a posé des questions sur les peintures que j'avais publiées en ligne, et je lui ai parlé de l'exposition. « Vous devez me montrer » a-t-elle dit, sa voix excitée. « J'ai toujours su que tu avais du talent, Nick. Tu te souviens quand tu as dessiné cet oiseau sur le tableau ? Le professeur de chimie vous a presque puni. Nous avons ri et pour la première fois depuis des années, mon cœur s'est senti léger, non inclinable par la douleur. » Après la réunion, Tracy et moi sommes restés en contact régulièrement. Elle a envoyé un texto, a appelé et parfois s'est arrêtée à la salle de gym avec un café. « Je ne veux pas que vous buviez ce café gym, je me suis dit, nous avons fait un coup de travail sur le livre, je me suis donné un livre. Les films, les rêves que nous avons eus des enfants. Changement. Mon courage sur le champ de bataille. » Elle a apprécié ma résilience dans la surmonter l'adversité. Elle a écouté quand j'ai parlé de mes cauchemars, de mon SSPT et des jours où je me sentais sans valeur. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Nick, dit-elle un soir alors que nous nous asseyions sur un banc de parc en regardant le coucher du soleil. Non pas parce que vous étiez un soldat, mais parce que vous n'abandonnez jamais. Je me suis ouvert à Tracy plus que quiconque. Je lui ai parlé de ma famille, du testament et du jour où j'ai retrouvé mes parents à Loveland. Elle a tenu ma main, ne rien dire. Mais sa présence m'a fait sentir en sécurité. Nous avons commencé à faire des plans ensemble. De courts voyages à la soirée de cinéma du Rocky pouvaient avoir des étudiants. Un an après avoir réuni ma famille,
je me suis tenu dans la petite galerie de Denver pour ma deuxième exposition. Mes parents, Dylan et Lily, se tenaient fièrement parmi la foule. Maman m'a serré dans ses bras, chuchotant « Tu me rends si fier, Nick ». Papa a frappé mon épaule, un sourire rare sur son visage altéré. Dylan et Lily m'ont taquiné sur mon costume trop sérieux, mais leurs yeux étaient pleins d'amour. Tracy se tenait à côté de moi, sa main serrée étroitement dans la mienne. Elle portait une simple robe bleue, son sourire rayonnant comme la lumière du soleil. « Tu l'as fait, Nick » dit-elle, en regardant les peintures sur les murs. « Vous avez transformé vos cicatrices en articles. » Je les regardais, mon cœur débordant, pas de douleur, mais de bonheur. Après l'exposition, Tracy et moi avons marché le long de la rivière South Platte, les lumières de la ville réfléchissant à l'eau. J'ai tiré une petite boîte de ma poche contenant une simple bague. « Tracy » dis-je, ma voix tremblante. « Vous m'avez aidé à me retrouver. Je veux construire un avenir avec vous, quoi qu'il contient. Serez-vous mon partenaire ?» Elle me regarda, ses yeux brillants et hocha la tête. « Oui, Nick, je le ferai. » Nous nous sommes adoptés sous le ciel étoilé de Denver, et pour la première fois, tout se sentait bien. Le Purple-Hat, maintenant encadré chez mes parents, n'était plus un symbole de ce que j'avais perdu, mais un rappel de ce que j'avais trouvé. Famille, passion et amour. J'ai traversé les journées sombres, des bombes en Afghanistan jusqu'au choc de la volonté de ma famille et des nuits de lutte avec le SSPT. Mais j'ai appris que peu importe à quel point la vie peut être cruelle, vous pouvez choisir de vous lever. Mon conseil est d'apprendre à pardonner, mais n'oubliez jamais votre propre valeur. La famille, les amis ou même la guerre peuvent vous blesser, mais vous seul décidez comment guérir. Peindre, aimer ou simplement respirer sous le ciel nocturne. Trouvez ce qui vous fait vous sentir vivant. J'ai trouvé le bonheur dans les coups de pinceau, dans l'étreinte de Tracy et dans les dîners de famille. Vous trouverez également votre lumière si vous continuez à avancer.